aussi vis-à-vis de la population, c'est de rappeler un peu les règles qui ont changé dans cette élection, puisque avant on votait par moitié les conseillers généraux et il y avait à élire un conseiller général. Là aujourd'hui, maintenant, il y a des binômes et des remplaçants. Donc c'est le côté positif de la loi, puisque il y aura autant de femmes au conseil général que d'hommes, ce qui n'était pas le cas. Donc on a fait des grands cantons, on a favorisé certains sortants, d'autres pas. Et puis il y a aussi cette inquiétude, puisqu'aujourd'hui on ne connaît pas, on va voter pour des élus, mais on ne connaît pas ce qu'on va leur confier comme mission, puisqu'on ne connaît pas les compétences du conseil général futur, qui s'appellera conseil départemental. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Juste pour relever, justement, parce que c'est bien, parce que tu parlais du conseil général avec une nouveauté qui me plaît, c'est celle des binômes, évidemment, hein, parce qu'on va enfin avoir des femmes. Je voudrais vous signaler qu'il n'y a pas une seule femme présidente du conseils généraux, et que c'est dans les conseils généraux qu'il y a le moins de femmes, bien sûr. Pourquoi? Parce que les territoires ruraux, peut-être, ou les territoires, en tout cas, ne favorisent pas la présence des femmes dans les exécutifs. Donc cette fois, ça va être obligatoire. Donc du coup, quand même, il va en sortir quelque chose de positif. Je voudrais aborder, c'est quelque chose qui doit nous alerter énormément. C'est le danger, deux dangers qui pèsent sur le nouvel exécutif, sur le conseil départemental. Le premier danger, c'est la disparition de la compétence générale. C'est un danger grave, parce que ça veut dire qu'en dehors des obligations statutaires du conseil général, hein, les routes, les collèges, l'action sociale surtout, il ne sera plus possible, si cette compétence générale devait disparaître, d'intervenir quand il va y avoir des événements qui touchent directement la population, des incendies, des inondations, des glissements de terrain, des problèmes. C'est pas rien de supprimer la compétence générale au conseil général. Ce n'est pas rien. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que le département du Gard, là on parle vraiment de notre territoire à nous, c'est un département qui sans cesse voit sa population s'accroître. Ce n'est pas n'importe quelle population qui arrive dans le Gard, 740 000 quand même, hein, gardois, on voit. On est quand même dans ce climat-là, on est dans un climat où les gens ont du mal à croire dans les partis politiques, dans les hommes politiques, et on peut les entendre parce qu'il y a quand même une grande déception sur les promesses faites et contenues, et puis alors là je mettrais pratiquement 90% des hommes politiques dans ce cas-là. Donc comment on redonne à nos concitoyens la confiance, une part de rêve aussi dans l'avenir, parce que c'est quand même, s'il n'y a pas une part de rêve, une part d'utopie, on ne peut pas avoir d'avenir. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on discutait, je disais qu'il faut qu'on commence à avoir la confiance de dire qu'est-ce qu'on est en train de construire, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble, que chacun ne reste pas dans son précaré, mais regarde qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Alors là, on a évoqué la glosse, c'est vrai que les projets peuvent être réfléchis en même temps, etc. Donc voilà, moi je voulais souligner déjà. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi gagner la confiance de nos citoyens. Là aussi, on a eu une première discussion sur l'idée que ça n'intéresse plus à la politique, ça n'intéresse plus à... Ils entendent, ils sont assez découragés parce qu'ils entendent véhiculé par les médias. Et comment on peut faire en sorte d'impliquer, enfin en tous les cas de susciter du côté des citoyens l'envie de participer à quelque chose, l'envie de construire ensemble. N'hésitez pas aussi à nous contacter, à nous donner... si parce que si vous avez des questions, bien sûr, même, vraiment ouverts et même des propositions, parce que nous on part du principe qu'on ne détient pas la vérité et que c'est en travaillant tous ensemble qu'on arrive à élaborer des projets qui tiennent la route. Et d'ailleurs, si on était élu, on
mettra en place un conseil cantonal de façon à travailler avec la population, de façon à ce qu'ensemble on puisse élaborer des choses. Moi, je ne sais pas où on en est dans les villages sur la restauration scolaire, par exemple. Mais au niveau de l'agglo, on pourrait peut-être envisager, hein, là, l'intercommunalité, elle a tout son sens. Nous, on tient beaucoup au transport, avec la réouverture de la rive droite du Rhône pour les voyageurs, de façon à désenclaver notre bassin et de pouvoir aller à Avignon, à Nîmes, en transport en commun. Et ça a des conséquences directes sur nos jeunes. Par exemple, un jeune qui va à l'université à Nîmes, bien souvent de bagnole, est obligé de prendre un logement sur Nîmes. Il y aurait le TER, il pourrait rentrer chez lui tous les jours. Donc économie pour la famille, une vie quand même plus équilibrée pour le jeune qui se retrouvera avec les parents, dans son milieu familial. Donc voilà encore un avantage qu'il faudrait développer. Et puis ça peut aider aussi dans le cadre de la réindustrialisation du Gard italien. Et notamment avec le port de l'Ardoise. Il y a un projet qui a été présenté par la CGT et qui a eu l'aval de la CCI, la Chambre de commerce et de l'industrie, quand même deux entités, on ne pourrait pas croire, mais si, ils travaillent aussi ensemble, et ils évaluent à quelque chose comme 1000 emplois qui pourraient être créés. Donc, élu, il faut qu'on favorise ce genre de... Alors, même si ce n'est pas la compétence directe du département, on a un peu la... Alors, je voulais rebondir sur la question des transports, sans parler de la réforme, mais sur les transports scolaires. Ils sont gratuits. Il y a un grand danger, si on a une majorité qui bascule autrement dans le département, à ce que ce soit la première des mesures qui ne tiennent pas, qui soit éradiquée dès le départ. Ça nous a été dit, parce qu'il y a un très très gros effort de la part du département, parce que on a nos élus communistes résisté jusqu'au bout, pour que précisément cette gratuité soit en continu. Voilà, moi c'est une alerte dans votre direction, pour que précisément on dise, écoutez, le département c'est quelque chose d'important. Vous voyez, nous les idées, elles ne manquent pas, et on peut prendre un tas d'autres sujets comme ça, et tout ça dans le cadre effectivement du service public, parce que quand on est dans le service public, on ne donne pas de l'argent aux actionnaires. C'est intéressant, parce que l'argent des impôts, il sert à ce qu'on a décidé de faire et pas à nourrir les gens à côté. Parce que quand on délègue le service public à des entreprises, eh bien, Veolia, il veut bien rembourser vos poubelles, mais il y a déjà 10% pour les actionnaires. C'est pareil chez Nicolas, et c'est pareil chez Sita, et je prends cet exemple-là, mais sur l'autre c'est pareil. Donc à chaque fois, on est en train de rémunérer des actionnaires. Donc un grand service public, là aussi, il faut développer nos services publics. C'est sur le emploi, mais c'est sur aussi de qualité. On le voit bien dans nos mairies, le travail qui est fait par les employés de mairie, par exemple, il est fort au service de la population. Il y a vraiment un dévouement sûr. Voilà. Moi, je ne dis pas plus. C'était juste pour faire ce parallèle entre des candidats qui n'ont rien à proposer et nous qui avons vraiment des choses à proposer. Après, elles sont mises sur la table, elles sont à discuter. On ne dit pas qu'on a raison sur tout, mais au moins on peut en discuter et puis élaborer les choses là, ensemble, et pourquoi pas les changer. Un projet, ça se travaille et ça doit évoluer, quoi. Concernant la formation des jeunes, il me semble que les dotations du Conseil général sont en diminution et j'ai bien peur qu'aux prochaines élections, on mette de côté le système associatif, le système de formation
Et c'est vrai qu'on pointe du doigt ces jeunes, mais sans formation et sans association pour donner des cours et les devoirs, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qui va s'en occuper? Là, ce que tu décris, c'est des associations sur le terrain, des éducateurs sociaux, des éducateurs. Alors, même la police de proximité, c'est de l'éducation, si on veut bien la prendre comme ça, vous comprenez? Or, jusqu'à présent, on se retrouve avec effectivement des budgets alloués à des associations qui sont en diminution. C'est ce manque de budget qui fait en sorte qu'aujourd'hui, eh on condamne les jeunes. Ouais. Donc s'il y avait une formation adéquate, s'il y avait un suivi des jeunes, si les associations avaient les moyens de contrôler, de faire des devoirs, on ne serait pas là. Alors nous, on a quand même un certain nombre d'idées à développer, et notamment la création d'un grand service public d'aide à la personne. C'est important parce que je pense que l'âge venant, les gens n'ont pas envie de se retrouver dans une institution de serait-ce flambant neuf. Ils ont envie de continuer à vivre leur fin de vie chez eux, bien souvent, entourés des leurs, quand il y en a, mais au moins, quand je dis aussi de leur milieu, de leurs meubles, de leurs chiens. Voilà. Donc, créer un grand service public d'aide à la personne, ça pourrait servir à ça, ça pourrait créer des emplois. Parce que dans l'aide à la personne, il y a effectivement les tâches de tous les jours, manger, se laver, mais il y a aussi le lien social, que la personne ne soit pas toute seule. On peut envisager des personnels qui passeraient 1 heure pour discuter avec la personne, pour lui faire la lecture, pour je ne sais. Mais voilà, donc il y a une source, un vivier d'emploi à développer. De la même façon, un travailleur se casse la jambe, il est célibataire, il a 30 ans, qui va lui faire à manger, bon ben, un grand service public d'aide à la personne, ça peut servir aussi à ça. Donc on peut imaginer à travers ce service vraiment d'aider la... Je voulais revenir aussi sur l'égalité des soins dans le département, sur le territoire national. Hein. Quand je rencontre moi, des familles touchant le minimum retraite, pour avoir droit à la CMU, il faut être en dessous de 500 €. Mais le minimum retraite, il est à 545 €. Ouais, c'est ça. Mais quand vous avez 67 ans, quelle mutuelle va vous prendre? Ouais. Il y a quel prix elle va vous prendre? Absolument. Et vous appelez ça l'égalité? Il n'y a pas d'égalité pour tous. Il y a l'égalité individuelle. On est quand même dans un gouvernement de gauche. On aurait été dans un gouvernement de droite, on aurait pu le comprendre. Mais là, ces personnes âgées, elles font comment alors? Pas de soins? Tu parlais que les femmes avaient plus d'espérance de vie que d'autres, dans certaines catégories. Parce que dans d'autres, à 63 ans, malheureusement, elles partent, les femmes. Oui. Sans le savoir, elles sont atteintes d'un cancer, mais avant de le diagnostiquer, ça n'est pas assez du temps. Si on va le diagnostiquer une fois qu'elle sera allongée et que le médecin va prendre la décision de l'hospitaliser. Mais là, ce sera trop tard. Parce qu'elle ne pourra pas les faire des analyses de sang, elle n'a pas les moyens financiers. Parce qu'elle n'a pas de mutuelle. Et la CMU ne fonctionne pas. Dans ces quartiers où déjà il y a des difficultés économiques, des difficultés sociales, des difficultés culturelles, on a toutes les difficultés. Toutes. Et en plus, on a le mépris. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Hein. Alors quand on nous dit effectivement on n'en est pas au niveau des Grecs, il faudrait mieux être tout le pays, parce que tout le pays se mobilise, toute la Grèce là est derrière Tsipras. Tandis que dans les quartiers, il y a des... C'est pas tout à fait moi, c'est pas tout à fait l'autre. Vous comprenez? Au grand service public. Il faut savoir que le Gard, c'est quand même un territoire qui s'est ancré grâce à la gauche, mais la vraie, celle qui n'avait pas encore commencé à trahir. Je voudrais quand même rappeler que dans le Gard, il y a 23 centres sociaux. 23 centres sociaux. Et s'il n'y en a pas un 24e, c'est parce que le maire de Beaucaire, qui est un maire FN, a refusé
l'ouverture de ce centre. C'est-à-dire, en fait, si j'ai bien compris, il a été à peine inauguré qu'il a été déjà fermé par le maire de Beaucaire, qui a considéré sans doute que ce n'était pas bien d'aider les gens âgés, dépendantes, handicapés ou en grande difficulté sociale. Là, on nous a parlé dernièrement que l'AGIR, l'ARCO allait être en déficit. Alors, il y en a en 2017, en 2017 et puis en 2020. Il y a une solution, hein. Simple. Il suffit de donner l'égalité des salaires hommes-femmes et il n'y a plus de problème. C'est exact. C'est pas plus court que ça. La question essentielle, c'est forcément les budgets qui sont en diminution partout. C'est ce que vous allez nous dire, parce que c'est ce que vous vivez tous les jours. De l'État. Donc, l'atteinte de nos binômes, c'est d'abord la lutte contre l'austérité. Donc, c'est un affichage. C'est un affichage parce que, voilà, Geneviève l'a dit. C'est une marque ADN. On nous promet encore plus d'austérité. On nous a donné déjà dans ce département des compétences sans les transferts financiers qui allaient avec. Et on nous promet encore plus de diminution de dotation. On se positionne dans cette posture de résistance. Et c'est important. C'est important parce que quel que soit le projet qui est avancé, on va nous opposer toujours « Ah, mais le budget n'est pas possible pour ça ». Donc il va falloir organiser et fédérer toutes les forces pour arriver à obtenir de reculer cette austérité. Sur les associations, ici à la commune de Conneau, c'est très bien, on a pas mal d'associations, culturelles, sportives, tout ça. La salle des sports est très occupée, mais qui finance tout ça? C'est notre petite commune qui finance tout ça. Et nous avons beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent. On ne peut pas les renvoyer non bien au-delà, mais c'est nous qui subventionnons pas mal. Voilà. Alors, ça nous fait des supplémentaires. On a dit de ne plus pouvoir assumer ce type les associations, on est tous d'accord, c'est mieux qui sort dans le cours de tennis mais nous, on a des associations où il n'y a que 10% de Congolais, quoi, et on finance pas payer, on pourra payer pour les Congolais, mais pour les Syriens, pour ça que peut-être au niveau de l'aglo, du département, je ne sais pas. Non, une solidarité au niveau départemental, ça doit se faire au niveau du conseil général. C'est-à-dire que, évidemment, que vous avez des petites communes, vous allez avoir des communes, elles seront inégalitaires. Bon, c'est tout à fait normal, non? Il faut créer de la solidarité et il faut que ça se fasse un peu en surplomb. Parce que c'est pas au niveau de Conneau que vous allez gérer l'ensemble des communes qui sont autour de vous. Bon, donc à partir de là, il va falloir que le département fasse des choses. Oui, c'est l'avantage du département, c'est de pouvoir redistribuer au niveau de chaque commune sans pour autant aller gérer. C'est-à-dire que la gestion du club se fera par les élus locaux, par les associatifs, c'est-à-dire que au plus près de la population. Et le rôle du département, c'est de pouvoir justement, en fonction des projets qui sont développés, pouvoir aider financièrement. Donc nous, on a, contrairement, je vais être médisant, mais j'ai lu les papiers de mes concurrents, il n'y en a aucun qui a une ligne de programme. Alors vous me direz, pour une fois, ils pourront tenir leurs promesses. À droite et à gauche. À droite et à gauche. Ils pourront tenir leurs promesses, il n'y a pas une ligne de programme, que ce soit l'UMP, l'UDI, que ce soit la liste PISA ou la liste Chaplet, pas une ligne de programme. C'est quand même extraordinaire. Moi, je ne sais pas, j'ai fait quelques élections, jamais je me serais présenté. J'aurais osé me présenter dans les électeurs en disant, ben voilà, j'ai rien à vous dire. J'ai rien à dire. Les communes, on leur supprime des dotations, la région, on supprime des dotations, mais dans le même temps, on pile 50 milliards au patron. Ah bah oui, il faut appeler un chat à un moment donné. Pourquoi on supprime des dotations aux collectivités? Il y a bien une raison.
Alors on nous dit on coûte trop cher. Un petit vieux, une vieille qui a travaillé toute sa vie, elle coûte trop cher. Elle a maintenir en vie et dans une vie décente, ça coûte trop cher. Alors qu'elle a donné toute sa vie à créer des richesses pour la France, elle coûte trop cher cette femme-là, cet homme-là. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Mais par contre, les actionnaires de Sanofi, ils s'en mettent plein les poches. Et vous avez vu encore, là, ils viennent d'embaucher un PDG, 4 millions, boum. Il y avait une parachute dorée, maintenant il y a le comité d'accueil, 4 millions. Pas mal quand même. Ça ne peut pas être acceptable si nous on ne se révolte pas. S'il n'y a pas de la part de la population une réaction saine, et je prends l'exemple des Grecs par exemple, hein, parce que eux ils se sont révoltés et ils sont en train de desserrer des taux. Alors, c'est pas la même situation. Il ne faut pas comparer ce qui est comparable. Mais quand même, des gens qui vivent de plus en plus mal en France, c'est à l'image de nos communes, qui vivent de plus en plus mal. C'est à l'image de nos départements qui vivent de plus en plus mal. Voilà. Donc la crise, elle touche 90% de la population, et puis il y a les nantis qui, eux, ça va bien. Les riches n'ont jamais été aussi riches, tout va bien. Relever ce que disait Michel concernant la crise. C'est vrai qu'en France, on est loin quand même de la crise grecque, mais je peux vous garantir que dans les quartiers, on a dépassé la crise grecque. Certains ne le voient pas, ça. Il faut y aller sur le terrain. Et quand on y est sur le terrain, et qu'on voit ça, on a envie de se battre. Hein. Et le seul moyen aujourd'hui de se battre, c'est l'urne. Donc j'espère que les gens qui sont vraiment dans la crise, dans la misère, mais ils vont le faire ce choix contre l'austérité et mettre leur bulletin. Mais sachez que cette crise-là existe énormément dans les quartiers. Nous deux, nous représentons la France. Nous sommes la France. Et quand les Français auront compris, accepté, et que même ils voudront être cette France, nous ne serons pas dans la même situation. Et ça, c'est fondamental. Et même au niveau d'un conseil départemental, même au niveau d'un territoire qui n'est pas le territoire national, nous devons faire vivre ce mieux vivre ensemble, ce vivre ensemble, parce que nous sommes ensemble. Les seuls qui ne sont pas avec nous, c'est les 10% de nantis. Ceux-là, ils ne sont pas avec nous, ils sont ailleurs. Là, nous, ce que nous défendons, c'est le contraire de cette stigmatisation que le FN porte et qui menace effectivement l'équilibre de notre vivre ensemble. Hein? Notre premier combat, c'est celui-là. Et c'est pour ça que je condamne énormément l'UMP à l'heure actuelle, qui a l'air de laisser passer des choses, des passerelles avec le FN, hein, qui ne trouve pas très grave certains propos. Moi, je voudrais vous dire une chose par rapport à notre liste, parce que c'est des choses que j'ai entendues sur le marché. J'étais interpellé par certains sympathisants ou militants socialistes qui me disent finalement, vous allez faire perdre la gauche en présentant votre liste et vous allez faire ailleurs le FN. Alors moi, je m'inscris complètement en faux. D'abord, la division de la gauche, elle est due, à la politique du gouvernement, parce que c'est lui qui a créé la division, en tenant pas ses paroles. Hein, le gouvernement Hollande, mon ennemi c'est la finance, on a vu comment il s'en est sorti avec son ennemi. Donc je veux dire, c'est d'abord les conditions de l'application de la politique du gouvernement qui a créé la division. Plus près de nous dans notre canton, c'est quand même le Parti socialiste, enfin les socialistes qui présentent deux listes. Ils nous rejouent le remake de la guerre par personne interposée, puis ça arrête, qui dure depuis des années. Ça suffit les barons locaux, là. Il y en a marre. Et c'est nous qui serions diviseurs. Non, je refuse complètement le fait qu'on soit une liste de division. Bien au contraire. Nous, on est là pour rassembler pour une autre politique au service du peuple. Et ça, c'est important. On ne se regarde pas le nombril tous les matins. D'ailleurs, à ce propos, on n'a pas non plus de mandat. Aucun. Non,
Elle n'est pas encore morte, Monsieur Valls. Alors, je lui adresse un message direct, personnel, peut-être qu'il fera du bien, puisqu'il a raté son coup avec la loi Macron, et que c'est donc pas l'UDI qui est venu voter avec lui, puisqu'il a été obligé de sortir son 49.3, qui est une pratique très masculine. Personnellement, je la considère très masculine. Et quand on ne fait pas une politique de gauche, et ce qu'il leur restait à faire, c'est le 49.3. Ben oui. Une politique autoritaire. Moi, C'est On même a, pas ça. on a mis en place un président de gauche, des députés de gauche, heureusement que certains fondeurs bloquent, on a eu le résultat. Hein. On est en résistance sur tout ce qui est en train de se préparer. Et sur l'austérité, et sur ces territoires qui sont en train de se mettre en place, malgré les élus, et malgré tous, malgré de nombreux élus, de quelque bord qu'ils soient, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord. Et je voudrais vous dire, regardez comme nous sommes différents, regardez comme nous sommes semblables à la fois, hein, puisque nous sommes convaincus de la même chose. Et ça, c'est très important, parce qu'ici, il y a une égalité, il y a 3 communistes, c'est-à-dire qu'il y a une union de la gauche, dont on nous avait dit qu'elle était morte, défunte, moribonde, post-mortem, tout ce qu'on veut.